Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir. Je suis Serge Aléanto pour le décryptage quotidien de l'actualité. S'achemine-t-on, si rien n'est fait, à la disparition totale des célébrations des fêtes nationales dans les régions nord-ouest et sud-ouest du Cameroun? C'est malheureusement ce constat que nombre d'observateurs crédibles ont fait au sortir de la célébration de la dernière édition de la 47e édition de la fête de l'unité nationale dans ces régions, secouées depuis bientôt 2 ans par un conflit armé. Hasard du calendrier, le 20 mai 2019 tombait un lundi. Journée consacrée vilmente par les séparatistes depuis de nombreux mois. Les populations ont, dans certaines localités, observé à la lettre le mot d'ordre de Ghostown ce 20 mai, jour de fête de l'unité. Rue déserte, seule trace de vie humaine étaient les autorités administratives, les forces de défense et de sécurité et quelques militants, parfois cagoulés, du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Véritable contraste avec l'effervescence populaire notée il y a quelques jours lors de la descente du Premier ministre Chief Dr Joseph John Gouté, porteur d'un message selon lequel le président de la République est disposé à ouvrir un dialogue où l'on parlerait de tout sauf de séparation. Une bouffée d'oxygène pour les populations du nord-ouest et du sud-ouest, meurtries par ce conflit qui commence à trop durer. Elle n'avait pas fini de jubiler ces populations que tombait comme un couperet cette déclaration de Paul Atangadi, ministre de l'administration territoriale depuis Paris. Nous ne discuterons pas de la forme de l'État, ouvrant ainsi une véritable cacophonie au sein de l'appareil gouvernemental. Boycott du 20 mai dans les régions nord-ouest et sud-ouest du Cameroun, un lien avec la cacophonie gouvernementale, madame, monsieur, c'est la problématique et le fait du jour. Boycott du 20 mai dans les régions nord-ouest et sud-ouest du Cameroun, un lien avec la cacophonie gouvernementale. Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec Jean-Jacques Ndjok. Bonsoir Jean-Jacques. Oui, bonsoir Serge, et bonsoir M. Mouternassa, et bonsoir Emmanuel Fomon. Bonsoir Emmanuel Fomon. Ouais. C'est toujours heureux d'être dans ce plateau pour essayer un peu de partager, n'est-ce pas, les faits d'actualité dont vous avez évoqué. Voilà. Et nous saluons vos nombreux téléspectateurs qui chaque jour suivent votre émission. Voilà, Jean-Jacques Ndjok, aujourd'hui PCRN, ouais, Parti Camerounais. Voilà, Parti Camerounais pour la réconciliation nationale. Au parti de Cabral Libi, le parti Cabral Libi est comme président, c'est bien cela? Pas comme, il est président. Il est président. Voilà. Cabral a été investi le 11 mai dernier comme président de ce parti. Il y a quelques semaines. Oui, il y a une dizaine de jours à peu près. Ok, bienvenue une fois de plus, Jean-Jacques. À côté de vous, Emmanuel Fomon. Emmanuel, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir Jean-Jacques, bonsoir M. Mouté-Ambassa. Voilà. Je salue tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision et bonsoir aussi à tous les téléspectateurs de la diaspora qui sont connectés ce soir. Voilà, Emmanuel Fomon, vous venez de Belgique. Oui, de Belgique. Je suis vice-président de la Fédération des associations camerounaises de la diaspora en Belgique, ancien président de l'association ONCAM, où j'ai exercé mes 2 mandats, puisque dans nos statuts... ONCAM de Belgique. Oui, du Benelux. Benelux. Ouais, voilà. Belgique, Néderlande et Luxembourg. Dans nos statuts... On n'a pas oublié nos cours de géographie, Benelux. Exactement. À mon accession à la présidence, j'ai fait une réforme des statuts où j'avais immédiatement instauré mes limitations de mandat. Ah. Emmanuel Fomon, merci. En face de vous, Robert Mouté-Ambassa. Bonsoir, Robert Mouté-Ambassa. Bonsoir, Serge. Je suis très honoré que mes confrères de la diaspora m'aient présenté. Voilà. Parce que... il aime beaucoup Robert Mouté-Ambassa. Ah, je ne sais pas, ils sont là, ils peuvent le dire. Moi, je ne sais pas, moi, je suis au Cameroun. Oui. S'ils me regardent là-bas, c'est à eux de le dire. Hein. Oui. Donc, sinon, je pense que nous sommes là, comme d'habitude, pour éclairer l'opinion, les populations, essayer de dire les choses telles qu'elles se présentent, telles qu'elles sont. Et ben voilà, je dis bonsoir aux millions de téléspectateurs de Equinox Télé.
Et puis voilà, bonsoir aux co-panélistes, bonsoir à la sèche. Voilà, Robert Mouté, ambassadeur du RDPC, hein, on dit que votre langage, on ne comprend pas trop votre ton ces derniers temps. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est que les gens n'ont jamais fait attention à Mouté Ambassa depuis au moins 10 ans. Vous êtes constant? Je suis constant. Allez même dans les archives de la CRTV Radio, CRTV Télé, Equinox, Canal D, vous allez voir que je reste constant. Peut-être que je ne faisais pas attention à Mouté Ambassa à cette époque. Oui. Maintenant que la situation a évolué, Mouté Ambassa apparaît comme quelqu'un qui est différent des autres. Pourtant, j'ai toujours été comme ça. Ok, je commence avec vous, Robert Mouté Ambassa. Le 20 mai, comme je l'ai dit à l'entame, c'est pas heureuse coïncidence ou malheureuse, ça est tombé un lundi, jour de lockdown. C'est ça qui justifie cette faible mobilisation des populations dans non, la région nord-ouest et sud-ouest. Non, je ne pense pas. Le 20 mai vient trouver une situation qui existe. Oui. C'est vrai que ça tombe un lundi, un jour de Ghost Town, un jour de ville morte, oui. Mais c'est la réalité du terrain qu'on a vécu ce jour-là. Parce que vous savez, nous avons pris l'habitude de fonctionner avec une certaine duplicité, un certain mensonge permanent. Les gens continuent de mentir aux Camerounais comme si les Camerounais ne sont pas du tout intelligents, qui sont dupes, que les Camerounais ne voient pas ce qui se passe, malgré les évolutions technologiques au niveau des TIC, où les choses qui se faisaient, je ne sais pas, dans partout, là-bas à l'Est, mettaient 2 mois pour arriver à Douala. Aujourd'hui, en temps réel, à la minute près, c'est à Douala, c'est aux États-Unis, c'est en France. Donc, vous comprenez? Donc, ceux qui n'ont pas compris que le système a changé et que la communication aujourd'hui va à une vitesse supersonique, continuent de fonctionner comme il y a 50 ans. Vous comprenez? À l'époque, quand vous envoyez une lettre, elle mettait 1 mois de Douala pour arriver, je ne sais pas, à Bertois. Aujourd'hui, un clic, c'est arrivé à l'instant. Donc je crois qu'il y en a qui ont évolué dans cette situation et qui ne veulent pas comprendre que les choses ont changé. Donc la situation sur le terrain, le Ghost Town qu'il y a eu est comme les anciens Ghost Town, avec ou sans 20 mai. Donc les populations suivent cette discipline imposée par les ambazoniens. Pourquoi? Parce que quelque part, elles ont peur de représailles. Tout le monde le sait. Donc ça fait que ce qui s'est passé... C'est pas contrainte, et non pas conviction. Je peux dire les deux. Les deux, pourquoi? Parce que vous savez, on peut revenir un petit peu dessus. Au départ, il y avait très peu de sécessionnistes. Il n'était même pas un fort pourcentage. Mais face à la gestion catastrophique de cette crise, même ceux qui étaient, voilà, même ceux qui étaient au niveau de la décentralisation ou bien la fédération ont rejoint l'aile dure. Et du coup, cette aile est allée à un niveau où aujourd'hui, vous n'allez pas trouver un Camerounais originaire nord-est du sud-ouest qui n'a pas perdu un père, un frère, une sœur, et ainsi de suite. Quand vous parlez de centaines de milliers de morts, vous comprenez que aujourd'hui les gens sont blessés, meurtris dans leur cœur, et ça fait qu'il y en a qui sont rentrés finalement par revanche. Parce qu'ils ont perdu leur père, ils vont se venger. Parce qu'ils ont perdu leur mère, ils vont se venger. Donc aujourd'hui, c'est une situation qui est devenue tellement complexe que le fait que le 20 mai, il n'y ait pas de gens. Moi j'ai vu des images d'un sous-préfet et son commandant de brigade et son collaborateur direct, hein, qui coupait une bière après la tribune parce qu'il y a 10 personnes qui sont passées devant et le défilé est fini. Vous comprenez que cette situation fait mal. Ça fait mal. Un pays comme le Cameroun, il y a quelques années, on se vantait, on se tapait la poitrine, que nous sommes un pays de paix. Aujourd'hui, ce qui s'est passé ailleurs, on le voit ici, et parfois même dans des conditions pires. J'ai vu les images d'un bébé qui a reçu des balles. Il faut que ces choses-là, c'est des choses qui n'existaient pas dans notre pays. Il y avait un banditisme qui était contrôlé par les forces du maintien de l'ordre, hein, mais ça n'en est pas plus. Donc je pense que le 20 mai, le lundi 20 mai n'est pas une raison qu'on peut expliquer pour dire pourquoi les gens ne sont pas sortis. Les gens ne sont pas sortis parce qu'il y a cette habitude de ne pas sortir, il y a cette habitude de respecter le Ghost Town, il y a cette habitude que la crise reste à être résolue et n'a pas encore trouvé de solution. Et du coup, les populations attendent. On va en parler tout à l'heure avec la descente du Premier ministre. Oui, justement. Mais je pense que le fait n'a pas influencé. C'est un Ghost Town qui est permanent parce que les populations, les forces de maintien de l'ordre, les ambazoniens, il y a un équilibre qui s'est retrouvé dans le système. Un équilibre qui arrange tout le monde. Vous comprenez? Parce que l'ambazonien qui va demander aux commerçants de lui payer des taxes,
Au lieu que le commerçant verse l'argent au trésor public, il donne aux Amazoniens, il est à la vie tranquille. Le commerçant qui doit payer 1 million d'impôts par mois paye 200 000. Il gagne 800 000. De l'autre côté, les forces maintenant qui estiment que moins ils vont bouger, moins ils vont dépenser, moins ça va coûter cher. Donc voilà, il y a un business global qui s'est mis en place et qui est en équilibre. Et ça fait que chacun respecte et ça limite le nombre de morts. Mais pour le moment, je crois que le bilan est très très catastrophique. Voilà, Jean-Jacques Diop, vous avez regardé également ce qui s'est passé dans les régions nord-ouest et sud-ouest. Vous regardez ce qui s'est passé dans la partie francophone. Quel est votre regard? Moi, je dirais aussi, comme disait... C'est un vœu à deux vitesses. Oui, comme disait un peu monsieur Ambassa, c'est que au-delà même du fait que dans les régions du nord-ouest et sud-ouest, les populations sont terrées chez eux pour ne pas défiler à cause de la guerre, vous verrez que dans la partie francophone, au lieu que les autorités administratives qui étaient chargées de faciliter le défilé à tout le monde se sont permis, dans certaines localités, à interdire les défilés pour des banalités qui n'avaient pas lieu d'être. Alors qu'on est déjà en train de subir une situation du côté du nord-ouest qui ne permet pas à nos frères et sœurs qui sont de ce côté de pouvoir vivre l'unité comme on avait l'habitude de vivre cela par le passé. Dans la partie francophone, il y a aussi cette interdiction qui est déguisée, mais nous aussi nous l'avons vécu comme aussi une certaine trahison. Parce que, comme je l'ai dit, il y a bientôt 2 mois sur ce plateau pour le 11 février, c'était des moments de réjouissance de tout le monde. Quand il y avait une fête d'unité nationale, c'est que de la jeunesse, les populations sortaient, il y avait des festivités qu'on organisait. Mais aujourd'hui, 30 ans, 20 ans après, on se rend compte que tous ces atouts qu'on avait, tous ces acquis que nous avions, malgré les efforts des uns des autres pour amener la calmie, les uns estiment que c'est nécessaire toujours d'avoir cette disparité dans les deux régions. Donc nous avons déploré sérieusement que les frères et sœurs du Nord-Ouest n'aient pas pu participer au défilé parce qu'il y a une situation de guerre qu'on vit depuis 2 ans. C'est environ 1850 morts qu'on déplore, un peu plus de 500. Voilà. Donc c'est énorme. Ils sont presque répartis dans toute la République parce qu'ils fuient la guerre. Mais du côté francophone, où on devait aussi défiler sainement, certaines autorités ont pris le malin plaisir pour un coup de tête qu'on ne sait d'où, interdire les défilés par-ci, interdire les défilés par-là. Cette situation, il faut à un moment donné qu'elle puisse arrêter. Ok. Emmanuel Fomo, avec vous, on va attaquer. Il y avait une manifestation à Paris, en métropole, le 18. Oui, mais bien avant, on a vu le ministre Paul Tangandji sur une chaîne française. Mais tout d'abord, je suis ébloui de pouvoir écouter M. Mouté. Ah, vous êtes ébloui? Oui, parce que c'est pas monnaie courante. Oui. Dans les RDPC, d'avoir des patriotes qui tiennent un langage comme le sien. Moi, je crois qu'il fait une lecture claire, concise et précise de la situation de notre pays. Et je trouve que son parti devrait mettre cela à profit. Parce qu'on le sait, le chef de l'État est parfois entouré de truands à qui malheureusement il fait confiance. J'ai observé depuis le début de mon séjour la tournée du Premier ministre. Oui. Et il y a de nombreuses choses à redire. Oui. Parce que pour moi, parler de dialogue national, parler de dialogue inclusif, c'est rassembler tout le monde. On parle de dialogue inclusif lorsqu'on n'exclut personne, même pas les Amazoniens. Moi, j'ai trouvé ça, très sincèrement, comme un cirque. Parce que on doit pouvoir, à un moment donné, se poser la question de savoir quelles sont les causes fondamentales de la crise anglophone. Il faut revenir dessus, il faut inventorier ce qui a amené la situation qu'on vit aujourd'hui. On ne peut pas, dans une situation comme celle-là, on peut prendre l'exemple de la Côte d'Ivoire. Quand il a fallu faire la conférence pour la réconciliation nationale, organisée d'ailleurs par Laurent Gbagbo, on n'a jamais été chercher des combattants pour les demander de rendre les armes, non. Les Amazoniens, ils ont des chefs politiques, ils ont des chefs militaires. Et moi, je crois que c'est avec les responsables de ces organisations qu'on doit entamer un dialogue. On ne peut pas parler de dialogue inclusif avec, n'en déplaise à certains, comment il s'appelle, Ayoub Tabé. C'est quand même un chef politique des Amazoniens. Moi, je crois qu'il est en prison. Il y a moyen de dialoguer avec lui. On ne peut pas parler de dialogue inclusif avec Maurice Kamto. 14% selon le Conseil constitutionnel en prison. Non, moi je pense que c'est une situation intenable.
le gouvernement ne réussira pas à instaurer un dialogue, à rassembler les Camerounais. Vous avez vu le nombre de personnes à Paris. C'était un rassemblement massif. Je ne pense même pas que ils répondent à l'appel des dirigeants politiques de la diaspora. Ils répondent au désarroi, ils répondent à un certain appel, au mal-être qu'il y a au Cameroun. Parce que vous avez vu dans les rues de Paris, les gens qui se sont déplacés du Canada, du Royaume-Uni, de Belgique, il faut voir. Moi, je pense que à un moment donné, le gouvernement doit pouvoir avoir cette lecture et doit pouvoir comprendre cette situation-là. Elle n'est pas anodine. Ceux qui jouent avec peuvent continuer à le faire. Mais ils se rendront compte que ça va crescendo, ça ne va jamais cesser, tant que les gens n'ont pas de solutions. La diaspora a des problèmes. Moi, je trouve même qu'il y a une certaine fracture et une absence de dialogue entre le Cameroun et sa diaspora. Dans une certaine mesure, j'ai pu d'ailleurs noter dans les réseaux sociaux, par exemple, où on disait les Camerounais qui arrivent de la diaspora se font contrôler à l'aéroport. Oui. Qu'est-ce qu'il en est, vous? Est-ce que vous avez été contrôlé? Ben, spécialement, moi, entre guillemets, on est contrôlé. Non, mais il s'est dit un certain nombre de choses sur les Camerounais qui reviennent au pays, la diaspora. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Ben écoute, il y a des exemples comme celui de Jean Parfait Gakam, de Joseph Parfait Gakam, qui est en Allemagne, dont l'arrestation a eu lieu. Ça a circulé en boucle sur les réseaux sociaux, oui. Toute la diaspora était au courant. Et moi, je crois que quelles que soient les raisons, à un moment donné, le gouvernement doit jouer la carte de l'apaisement. Parce que quand un compatriote se fait arrêter, la crise actuelle au Cameroun, c'est des Camerounais contre les Camerounais. C'est pas des Camerounais contre un pays étranger, non. C'est des Camerounais contre les Camerounais. Le chef de l'État doit écouter toutes les parties. Il doit rassembler tous les Camerounais. Et il faut créer les conditions de ce dialogue. Non pas en jouant avec la situation, en allant à la rencontre des uns et pas des autres. Moi, je me dis, Maurice Kamto a été arrêté le 28 janvier. Je ne plaide pas ici pour Maurice Kamto, dont je ne suis pas l'avocat, mais c'est une situation qui devrait interpeller tout patriote camerounais qui est soucieux, qui est pris de paix et de liberté pour son pays. 14%, c'est une frange non négligeable de la population camerounaise. La diaspora a des problèmes comme la double nationalité. Ça, je mettrai de côté. Le président de la République avait fait des promesses en ce sens, en disant que ce sera étudié, ça a été rangé au calendrier grec. Il n'y a pas que ça. On a besoin d'investir au Cameroun. Il y a toujours des tracasseries administratives. Il y a de nombreux problèmes auxquels la diaspora fait face. Et moi, je pense que la diaspora aussi a ces problèmes. Elle devrait être écoutée. Elle doit d'ailleurs faire partie de ce dialogue. Le dialogue inclusif. Voilà. Robert Mouté-Ambassa, revenons à la situation. On a vu le Premier ministre John Gouté dans le nord-ouest d'abord, ensuite dans le sud-ouest, avec ce fameux, ce que tout le monde retient. Le président est disposé à dialoguer, mais on peut parler tout sauf la séparation. Quelques jours après, le 17 à Paris, la veille de la grande mobilisation à Paris, le ministre de l'administration territoriale dit que nous ne discuterons pas de la forme de l'État. Depuis là, on sent une espèce de cacophonie dans le gouvernement. Est-ce que ce n'est pas aussi un élément qui a contribué au boycott de ce vermin? La population, franchement, est-ce qu'elle croit encore en ce dialogue présenté par le Premier ministre John Gouté? Si vous vous souvenez, la dernière fois que j'ai fait ce plateau, il y avait deux choses. Il y avait deux méthodes différentes. Quand Yann Philémon était Premier ministre, c'était un haut fonctionnaire. Il allait vers les populations avec le bâton. Et John Gouté vient, il est haut fonctionnaire, mais en même temps chef traditionnel. Si vous voyez bien, il a beaucoup plus utilisé ses aptitudes de chef traditionnel, qui va vers ses frères, avec l'arbre de la paix à la main. Vous avez vu comment les gens sont sortis, au nord-est comme au sud-est. Ça veut dire qu'il y a cette envie de résoudre ce problème. Personne ne veut plus que ça continue. Donc, mais j'avais relevé que derrière Yann Philémon, il y avait des durs, des faucons, des gens qui avaient même créé et encouragé cette crise, des gens qui ont
entretenu, poussé la solution militaire. Mais derrière John Gouté, on voit les mêmes personnes. Même s'il vient avec l'arme de la paix, on regarde derrière lui, il y a des faucons très dangereux derrière lui qui ne rassurent pas. Et forcément, ça amène les uns et les autres. Et j'avais dit à cette époque qu'il serait souhaitable que le déclic que John Gouté a mis sur pied, que le président l'accompagne en lui mettant des collaborateurs prédisposés pour le dialogue, disponibles, prêts à dialoguer. Bon. Au jour d'aujourd'hui, ce que vous venez de relever entre le point de vue du Premier ministre qui dit qu'il a envoyé par le chef de l'État pour parler de tout, sauf la séparation, la sécession. C'est tout le monde qui a apprécié. Que ce soit nord-est, sud-ouest, à l'est, à l'ouest, tous les dirigeants, tout le monde confondu, a bien pris. J'ai dit c'est un déclic important. Et il ne faut pas laisser ce déclic traîner. Il faut l'encourager pour optimiser le rendement de ce déclic. Donc, maintenant, il y a une déclaration du ministre de l'Administration territoriale depuis Paris. Je ne vais pas me lancer n'importe comment, parce que vous savez, dans ce gouvernement, le Premier ministre est nommé par le chef de l'État. Oui. Le ministre de l'Administration territoriale est nommé par le chef de l'État. Et c'est un poste de souveraineté. Vous comprenez? Il y a des ministres que le Premier ministre peut contrôler. Mais les ministères de souveraineté sont rattachés directement au chef de l'État. Même si, théoriquement, on a le sentiment qu'ils sont sur le Premier ministre, mais ils sont choisis par le chef de l'État. Vous voulez nous dire que... Non, on comprend. Okay. Vous voulez nous dire que Paul Atangandji fait ce qu'on lui a demandé de faire. Parce qu'on ne comprend pas qu'un ministre puisse prendre une telle position contre le chef du gouvernement. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je dis ceci. Il y a des postes de souveraineté dans un gouvernement. Administration territoriale, finances, justice, affaires étrangères, défense. Et pour occuper ce poste, le chef de l'État, c'est lui, parce qu'il te connaît qu'il te nomme. Il y a des ministres que le président nomme, ne les connaît pas. Parce qu'ils ont été proposés par d'autres collaborateurs, par exemple, du Premier ministre. Marafa le relevait dans l'une de ses lettres. Voilà. Donc, les ministres qui ont des postes de souveraineté, c'est la responsabilité première du chef de l'État. Il ne peut pas prendre des décisions n'importe comment, sans l'aval du chef de l'État. Donc, maintenant, je dis ceci. Atangandji a fait une déclaration. Est-ce que c'est une déclaration parce que l'ancienne position du président était de... Quand il avait fait un discours en parlant de la forme de l'État, il avait dit qu'on ne touchait pas à la forme de l'État. Mais entre-temps, John Gouté descend sur le terrain, il dit au Camerounais, le président dit on peut parler de tout, sauf la sécession, la séparation. Donc, le président, il y a une évolution. Maintenant, est-ce qu'Atangandji est resté dans l'ancienne configuration ou il n'est pas allé parce qu'il a reçu des instructions? Il y a deux alternatives. La première alternative, soit Atangandji a raison. Voilà. Et du coup, le Premier ministre fait la gesticulation. Le Premier ministre fait du spectacle, il veut gagner du temps. Ok? Et ça veut dire qu'Atangandji est en adéquation avec sa position originelle. Là, tu étais ferme, là, tu étais dans cette position. Maintenant, soit Atangandji a pris une décision personnelle qui ne lui a pas été indiquée par sa hiérarchie. Ça veut dire que le Premier ministre a raison. Et si le Premier ministre a raison, ça veut dire qu'Atangandji s'est disqualifié pour le dialogue. Ça veut dire qu'il n'est plus en adéquation avec ses positions fortes. Et donc, normalement, le pays devrait démissionner s'il n'a pas raison. Maintenant, s'il ne démissionne pas, on doit le remplacer. Pour la simple et bonne raison qu'il ne peut pas faire partie de l'équipe qui va aller dialoguer. Parce que déjà, avec les premières positions qu'il avait, ça a créé un certain trouble auprès de la population nord-est sud-ouest. Donc je pense que, moi je me méfie de dire qu'il a tort ou il a raison, parce que tel que notre pays fonctionne, il y a des choses, il y a des logiques qui ne passent pas. Donc, est-ce qu'il a reçu les instructions pour répondre dans ce sens? Je ne sais pas. Mais si il a reçu les instructions, ça veut dire qu'il va rester au gouvernement, ça veut dire qu'il va continuer à faire ce qu'il a fait. Parce que le ministre de l'Administration territoriale est pour la sécurisation des hommes et des biens, le maintien de l'ordre et autres. Mais quand son patron, le Premier ministre, le Premier ministre dit qu'on va discuter de tout, sauf la séparation, la sécession, et lui dit on ne va pas toucher, parce que quand le Premier ministre dit qu'on va parler de tout, sauf la séparation et la sécession, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la décentralisation, la régionalisation, la fédération, tout ça on peut en parler. Oui. C'est pas exclu. Okay? On était déjà un pays fédéral, un État fédéré, avant de devenir République unie. Donc voilà, donc je pense que cette déclaration d'Atangandji a deux volets. Premier volet,
il a fait ça de lui-même. Ça veut dire qu'il s'est disqualifié pour le dialogue parce qu'il a voulu rester dans sa logique normale, qui était celle de dire qu'il n'y a pas un problème anglophone. Ok, c'est ce qu'il a dit dès le départ. Bon, maintenant, aller négocier, ça veut dire qu'il est en contradiction, en déphasage avec sa position originelle. La logique veut qu'il démissionne. Bon, comme on ne démissionne pas chez nous, il faut qu'on l'enlève. Il faut mettre quelqu'un qui s'en dialogue. Maintenant, si le Premier ministre, et dans ce cas, s'il a raison, ça veut dire que le Premier ministre veut gagner du temps. C'est la gesticulation. Et il faut être froid dans cette analyse pour dire que, vous savez, la gestion d'un gouvernement comme le nôtre dans notre pays, c'est pas facile. Il ne faut pas croire que voilà. Quand vous les voyez en privé, ils vous disent qu'ils avalent beaucoup de couleuvres. Ok. Ils m'arrêtent d'abord à ça. Voilà, Jean-Jacques Dion, que cache véritablement cette ambivalence gouvernementale? Est-ce que l'on veut comprendre? Est-ce que le Paul Atangadi peut prendre sur lui de faire ce type de déclaration sans avoir reçu le quitus du sommet? C'est quand même la crise anglophone qu'il s'agit. Oui, vous savez, ce gouvernement... C'est pas, comme j'ai dit toujours, les droits d'auteur où le Premier ministre Philémon Yan disait une chose, le ministre de la Culture disait une autre. Voilà, c'est ça. Voilà, là, c'est la crise anglophone. Oui, mais en fait, ce que vous relevez, c'est un dossier très sensible. Oui, mais c'est courant dans le gouvernement. Oui, voilà pourquoi j'ai dit la crise anglophone, c'est autre chose. Oui, ça ne devait même pas nous surprendre. C'est le contraire qui aurait été un peu pour nous un peu bizarre. La Coupe des Nations, on a vu. Oui. Où M. Yan Philémon décide ceci. C'est le ministre de Finances dit qu'on ne donne pas. Ouais. On a eu le cas aussi entre le PM et puis le ministre de la Culture a dit le port. Oui. Donc voilà, donc c'est quelque chose de naturel au Cameroun maintenant. On ne peut plus. Même chose aussi, un sous-préfet peut se lever le matin et dire Monsieur Cabral, ne passez plus ici. On ne lui demande pas pourquoi. Donc c'est quelque chose qui est naturel dans le Cameroun aujourd'hui. Si aujourd'hui tout marche bien, ça nous paraît un peu. Je rejoins un peu Mouté, et puis par moi aussi certains de ses frères de RDPS comme Messanga, où il y a quelques personnes dans le parti, dans le gouvernement, qui aiment que cette situation reste ainsi. Qu'est-ce qui justifie que M. Atangadi, il part de l'étranger à Paris, à 2 jours de la fête nationale, le 18, sachant que le nouveau Premier ministre est parti dans les régions en crise, il a donné un message de paix et de concorde nationale. 2 jours après, lui, il est à l'étranger, il tient un discours, et en français, à France 4, c'est comme si j'étais un peu de lui. Et vous avez vu, même dans leur parti, M. Atangana Manda, plein de leurs camarades ont dit, et après j'ai lu quelque chose, j'ai lu un post qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il s'est interrogé. Donc il s'indigne pour avoir dit qu'on ne peut pas discuter de la forme de l'État. Est-ce qu'il a mal fait? Je pense que c'est des personnes à un moment donné, quand ils se prononcent sur une situation, ils ne se rendent pas compte des effets que cela peut faire. Et qu'ils jouent sur ce terrain-là pour continuer à... On peut dire peut-être que c'est aussi la guerre de positionnement. Qu'est-ce qui va apporter au chef d'État? Une garantie? Qu'est-ce qui va dire un mot fort pour que le chef d'État se rende compte que ce qu'il a fait est bien fait? Mais bon, comme eux-mêmes le disent dans le camp, le chef d'État a beaucoup de cartes à jouer par rapport à eux. Donc la position de M. Atangadi, il est coutumier de ces sorties médiatiques fortes pour pouvoir marteler, pour dire qui est celui l'homme fort. Mais bon, on sait à un moment donné qu'au Cameroun, il n'y a pas d'homme fort. Ok. Emmanuel Fomon, sur cette situation il y a ce discours, double discours du gouvernement. Est-ce que les sécessionnistes, les séparatistes n'ont pas récupéré ça pour montrer, pour dire que ben voilà, ils vous ont promis, vous promettent dialogue. Déjà entre eux, ils ne s'entendent pas. Donc c'est nous les véritables maîtres. Et ça a donné ce qu'on a vu hier, ce boycott à grande échelle. Moi je dirais que on a coutume d'avoir ce genre d'ambivalence, de cacophonie et d'absence de cohésion au sein de notre gouvernement. Parce que la question pour moi n'est même pas l'acte que M. Atangadi pose. C'est ce qu'on fait après. Il y a un silence total, il n'y a pas de réaction de sa hiérarchie. Et moi, quel est le signal que le gouvernement donne aux populations, au peuple camerounais, face à une situation comme ça? Ça me renvoie un peu à l'organisation de la CAN 2019, qui a subi un glissement, reprenant les mots du chef de l'État. Il n'y a eu pratiquement pas de sanctions. Moi, ça aurait été dans un pays comme la France. Le Premier ministre, que ce soit le chef de l'État ou le Premier ministre même qui l'ait nommé, il est placé sous l'autorité du Premier ministre. Il aurait été rappelé
dans le cas de la France, par exemple, à Matignon, pour s'expliquer. Il faut donner des signaux forts aux populations. Parce que M. Adanga a dit exactement le contraire de ce que le Premier ministre tenait comme propos. On ne sait plus, à ce moment, qui croit. Et ça pose le problème même de la gestion des affaires de notre pays. C'est-à-dire, qui décide? Qui est au-dessus de qui? Il y a des super ministres qui peuvent bafouer l'autorité du Premier ministre. Moi, je crois que ça dénote d'une situation qui est lamentable pour notre pays. Et le chef de l'État peut, à certains moments, prendre des décisions, comme démissionner celui qui ne veut pas démissionner. On peut vous contraindre à la démission. Moi, je crois que c'est tout à fait logique. Ça envoie de très mauvais signaux aux populations. Et les Camerounais ont toujours le sentiment que leur pays est gouverné par des gens qui sont au-dessus des lois, que l'impunité est même entretenue. Et c'est regrettable. Allez-y, Robert Moutin. Pour ajouter un grain de sel à ce qu'il dit, pour confirmer que cette duplicité, ce mensonge qui est devenu la règle dans le fonctionnement, les gens ne disent plus la vérité. Nulle part. Et du coup, ça crée des situations, comme il a dit, celle qu'on a vu à la CAN, où du petit manœuvre au plus haut responsable, tout le monde disait que ça marche bien. Et que la CAN sera prête. Le président, ils sont allés jusqu'à amener le président à dire qu'on sera prêt le jour dit. Le jour dit est arrivé, beaucoup de chantiers sont à l'arrêt. Que ce soit à Douala, que ce soit à Garoua, que ce soit à Yaoundé, beaucoup de chantiers sont à l'arrêt. Les hôtels de la Benoué et tout ça sont à l'arrêt depuis octobre l'année dernière. Rien ne marche, tout est à l'arrêt. Le personnel en chômage technique. Et les correspondances ont circulé partout, chez les gouverneurs, les ministres des Sports, la présidence, le premier ministère. Mort, c'est-à-dire c'est le statu quo. Personne n'en parle plus. Je ne sais pas même pas si en 2021, on sera prêt. Moi, je suis technicien. Et vous savez, quand vous lancez une machine, une industrie, des activités, quand ça tourne, après un moment, vous contrôlez bien vos coûts. Mais quand vous stoppez 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, et vous voulez relancer, vous avez au moins 20, 30, 40% de coûts supplémentaires. Parce qu'il faut remettre beaucoup de choses en marche, les machines qui étaient à l'arrêt, rouillées, il faut reconditionner, il faut faire ce qu'on appelle le revamping. Donc je crois que même 2021, je commence à être inquiet. 2021 n'est pas loin, c'est demain. Il restera bientôt 1 an et demi, 2 ans. C'est pas beaucoup et les chantiers sont en arrêt. Donc, pour revenir au sujet, je voulais dire que cette façon de vouloir toujours plaire au patron, prendre des actes en pensant que le patron sera fier de ce qu'on a pris, oubliant que ce n'est pas un problème de carrière individuelle, c'est un problème qu'il y a une guerre réelle entre Camerounais au nord-ouest et au sud-ouest. Cette guerre doit s'arrêter. Elle doit s'arrêter. On a déjà perdu, il y en a qui parlent de centaines, d'autres de milliers. On ne peut pas continuer comme ça. L'économie même est en ruine dans ces 2 régions. Et ça impacte déjà les autres 8 régions. Il y a des choses qui se passent. Les déportés sont... Allez, moi je suis à Douala. Circulez un tout petit peu le soir. Vous allez voir tous nos frères du Nord-Sud-Ouest. Beaucoup d'hommes devant les bars, devant les cafétérias et autres. Parce qu'ils n'ont personne. Non, et d'autres... Bon, moi je vois sur les motos parce que c'est les gens que je suis de près. D'autres passent les nuits sur la moto dans les stations. Donc, vous comprenez que cette guerre, avec le nouveau Premier ministre qui est venu, qui a créé un déclic, il faut que très rapidement, on essaye d'accompagner le Premier ministre pour atteindre les objectifs. Et justement... Mais les Camerounais disent que le problème, c'est dans votre formation politique. Non, je vous ai déjà dit... Ce second discours... Non, je vous ai déjà dit, je maintiens. Oui. Le RDPC n'est plus au pouvoir. Je l'ai dit ici. C'est les hauts fonctionnaires qui ont le pouvoir. Il faut être clair. Parce que le secrétaire général du RDPC ne doit pas une décision, les fonctionnaires vont suivre. C'est pas vrai. Ok? Il faut être clair là-dessus. La gestion, jusqu'à présent, de cette crise a été faite par les hauts fonctionnaires. Vous n'avez pas vu une délégation du RDPC dirigée par le secrétaire général du comité central pour aller discuter quoi que ce soit au nord-est et au sud-est. C'est tous les hauts fonctionnaires. Et c'est eux qui décident. Et comme ils savent qu'ils ont le pouvoir, ils n'écoutent personne. Nous avons déjà fait des notes, on a fait des notes plusieurs fois, mais ils n'écoutent personne. Vous voyez que John Bouteke est haut fonctionnaire, mais qui a un côté chef traditionnel, a préféré utiliser ce côté. Vous avez vu la réaction sur le terrain. Les gens ont besoin d'être pris en compte, d'être considérés. Oui, mais c'est normal aussi, ce n'est pas le parti qui doit aller régler le conflit nord-ouest. C'est un problème d'État, donc c'est l'État qui doit mettre en place le mécanisme. Non, vous savez, dans ce genre de situation, moi je crois que les politiques... sont vos camarades. Oui, c'est que votre parti... Attendez, les politiques
sont les plus indiqués pour résoudre ce genre de problème. Ce n'est pas les technocrates. Parce que quand il y a des PC pour aller résoudre, on va parler de DPC seul. On parle de DPC, on parle de SDF, on parle de DC, on parle des partis représentants à l'Assemblée, par exemple. On parle des échantillons et puis quelques-uns de la société civile. Allez négocier et revenir avec les informations, les résultats que vous mettez à la disposition du chef de l'État. Ça va aller plus vite parce que quand un politique part négocier, il vient pas avec le bâton. Exactement. Il vient en suppliant, en disant, il fait même celui qui ne connaît rien, qui n'a aucun pouvoir, mais il va atteindre son objectif, c'est-à-dire arrêter la guerre. Voilà, et Jean-Jacques Diok, sur cette situation, je ne sais pas si c'est une gaffe, je pense que c'est une gaffe, mais le président regarde. Oui, c'est aussi ça aussi la particularité du chef. Parce qu'on ne comprend plus, le Premier ministre dit qu'il est porteur d'un message du président de la République, et après il y a un ministre du même gouvernement qui vient sortir autre chose, il n'est pas inquiété. Les Camerounais sont perdus là. C'est la même chose qu'on peut toujours observer. Chaque fois qu'un ministre d'État, qu'il soit un ministre d'État ou un ministre ordinaire, prend une décision, prononce au nom du chef d'État, en contradiction avec même son supérieur hiérarchique dans l'ordre du gouvernement, le chef d'État n'a jamais réagi. Donc il ne va pas commencer pour M. Atangadji, la demain par rapport à ça. Donc ce qui va mettre M. John Gouté dans une mauvaise posture. À moins que, comme ce qu'a dit M. Ambassa, que M. Atangadji joue sur deux piliers. Soit il sait ce qu'il fait comme il est ministre régalien. Il est autonome, donc il dépend du chef de l'État, il prend ses décisions, il rend compte directement au chef de l'État. En conséquence, le chef de l'État ne peut pas le désavouer devant. Peut-être il sait que c'est une pièce qu'il tient, il peut facilement l'injecter sur le terrain au cas où M. John Gouté va casser le nez parce qu'il sait que beaucoup de dirigeants, beaucoup de cadres, beaucoup d'élites du Nord et du Sud sont partis, ils se sont cassés le nez. On a vu la commission de Mapane Moussongue, qu'on a vanté de tous les mérites, elle n'a pas produit un résultat. La crise n'a pas réduit d'un iota. Les gens sont même beaucoup moins après que la commission soit partie encore. Donc je pense qu'il estime que ne pas désavouer Atangadji actuellement, peut-être il a en main son jeton à nouveau, qu'au cas où M. John Gouté peut être infusible, comme on dit là-bas chez nous, que c'est infusible, et quand il sera peut-être grillé entre parenthèses, M. Atangadji peut faire l'affaire. Okay. Je vais dire une chose par rapport à ce qu'il a dit. Le président n'est pas obligé de réagir parce qu'il a un chef de gouvernement qui doit réagir avant. Le président, il délègue au chef de gouvernement de prendre ses responsabilités par rapport à ce ministre, quitte à ce que le président refuse maintenant de l'enlever. Là, on peut dire que le président... Qu'est-ce que John Gouté peut faire concrètement là? Il demande le départ du ministre c'est simple. Il y a un premier ministre, Mapane Moussongue, qui a eu le même problème avec trois ministres, c'est-à-dire Akamou Foumou, Bélan Mbappé et comment il s'appelle encore Kontu Komeni. Il a demandé leur départ au chef de l'État, les a virés. Pourtant, il y en a moins un ou deux qui étaient à un poste de souveraineté. On va voir l'attitude de John Gouté. Si John Gouté accepte de se faire cette indiscipline de son ministre, mais tant pis, c'est mal parlé pour lui parce que les autres vont faire pareil après. Il doit s'imposer. Et si on ne s'impose pas, ben, ce n'est pas le problème. Mais c'est que comme au Cameroun, il n'y a pas le culte de la démission. Oui. En Europe, il mettait sa démission en jeu. Parce que c'est un désaveu important. Après sa première sortie officielle, un ministre qui se dit régalien le désavoue par rapport à son message de manière globale qu'il a tenu. Oui. Il met sa démission sur le plateau. Non, il demande le départ du ministre. Oui, même lui, au cas où il le demanderait, va le suivre. Au cas où il le demanderait, il met sa démission sur le plateau. S'il ne veut pas, il s'en va. C'est un homme fonctionnaire, donc il peut réintégrer son ministère d'origine. Il n'est pas toujours obligé qu'il soit Premier ministre. Donc au cas où le chef d'État ne le suivrait pas dans la balance à faire par rapport à Atangadji, il met sa démission sur le plateau. Et il rentre dans son ministère d'origine pour pouvoir faire autre affaire. Comme ça, on saura qu'au Cameroun, il y a déjà des hautes personnalités qui peuvent laisser le pouvoir pour l'intérêt général. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je reviens sur la cérémonie d'hier, la fête d'hier. On a vu le gouverneur de la région du Nord-Ouest arriver dans un véhicule pratiquement blindé, un blindé. Et les autorités, comme on le dit souvent, sont protégées. Et la population, là. Voilà, la population, moi j'estime qu'elle est laissée à elle-même. Oui. On a vu les militants du RDPC même en cagoulé qui défilaient. Moi je me pose la question de savoir s'ils ont été contraints. Je ne pense pas qu'un justement sur cette question, heureusement on a un militant du RDPC ici. Je vais vous repasser la parole. Est-ce qu'ils étaient obligés de défiler hier à Bamenda? Ben, le défilé, vous savez, c'est quand même une fête de l'unité. L'unité entre les deux Cameroun. Oui.
hein, parce qu'on est parti Cameroun fédéral vers le Cameroun uni, entre le Cameroun francophone et le Cameroun anglophone. Donc, cette fête du 20 mai, c'est par rapport à ces deux entités. Mais voilà, des gens qui savent que leur vie est en danger, ils se rendent quand même au Commercial Avenue, l'avenue de Bamenda, pour défiler, mais ils ont mis des foulards, il y a eu des parapluies. Ils ont mis les foulards. Est-ce qu'ils étaient obligés de défiler? Parce qu'ils ne voulaient pas se faire remarquer. Et je pense qu'ils ont dû subir une certaine pression. De la part de qui? Je ne peux des pas présidents de section? Je ne peux pas là-bas, mais je suis sûr qu'ils ont dû subir cette. Parce que venir s'asseoir à la tribune avec les écharpes, les foulards aux yeux comme les westerns, et tout ça, les chapeaux oui. de la BC. Quand ils défilaient avec les parapluies. Ils ne voulaient pas que les Amazoniens les repèrent pour venir taper sur eux dans la nuit. C'est un signe de fidélité au parti aussi? Non, c'est pas ça. C'est une situation très difficile. C'est-à-dire qu'ils ont bravé le risque? Ils avaient la peur dans le ventre, ça se voyait. En se mettant la cagoule, ça se voyait bien que le gouverneur vient dans une voiture semi-blindée. Ça veut dire que n'importe qui comprend que la situation n'est pas normale. On a défilé à Douala, à Yaoundé, à Bafia, à Garoua. On n'a pas besoin de tout ça. On n'a pas besoin de foulards, de véhicules blindés. Ça veut dire que la situation est sous contrôle dans ces régions. Mais dans les deux régions nord-est et sud-ouest, quelques villes sont un peu sous contrôle. Mais le gros, tout le monde est unanime là-dessus. Malgré ceux qui veulent continuer à faire croire que tout va bien là-bas, alors que ce n'est pas vrai. Emmanuel Fong, vous pouvez continuer. M. Moutambassa a dit tout à l'heure que ils avaient peur des représailles, c'est ça. Moi, je trouve qu'ils avaient peur des représailles à la fois des Amazoniens et de leur propre camp politique, de leurs responsables au sein du parti. Parce que, vous voyez, je reviens sur la situation qui prévaut dans notre pays. Je veux dire qu'il faut créer les conditions d'un vrai dialogue. On aurait défilé à Bamenda, pour moi, ça n'aurait pas été un signe que l'unité nationale va dire. J'ai coutume de me poser une question. Vous voyez, quand vous faites une carte d'identité nationale au Cameroun, quand vous allez vous faire établir votre carte d'identité, on vous demande votre ethnie. Quelle ethnie? Aoussa, Bamileke, Bassa, je ne sais pas à quoi ça sert. Oui, bien entendu. Je ne sais pas à quoi ça sert, parce qu'en réalité, on devrait développer des signes d'un État, d'une nation, où l'unité ou la nationalité prévaut. On est dans une nation, on va pouvoir dire que je suis Camerounais comme toi, je suis Camerounais comme l'autre. Mais on va, Eni, Bamileke, oui, je vous le dis, vous pouvez vérifier. Et en plus, moi je vais prendre un exemple d'un pays comme la Belgique, où je réside, et où d'ailleurs il y a des mécanismes d'intégration qui sont très encourageants. Quand vous êtes, parce qu'en Belgique, il existe un conflit communautaire. Ouais, on a élection et les Flamands. Les Wallons et les Flamands. C'est très simple. Quand vous êtes Wallon, que votre fils naît en Flandre, votre fils est Flamand et vous Wallon. On a l'ancien Premier ministre... Le droit du sol. Oui, voilà. On a l'ancien Premier ministre, Yves Le Terre, qui était originaire de Comines. Ses parents venaient de Wallonie. Mais lui, il était de Yves. Il était flamand. Son électorat était flamand. Pourquoi est-ce qu'au Cameroun, un enfant, Betty et Wondo, qui naîtrait à Douala ou à Edea, ne serait pas considéré? Ça, ses parents comme de là, et lui de là où il est né, de là où il a grandi, parce qu'il passe toute sa vie, il a tous ses amis. Moi, c'est des symboles d'unité, ça. C'est des symboles d'unité. On aurait pu défiler à Bamenda, à Boya, Kumba et tout ça. Moi, je continue à penser que, pour l'instant, on n'est pas encore dans la création d'un cadre de dialogue véritable. On vous a compris. Cédric Nouffelet, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Voilà, le 20h, c'est dans un instant Cédric Nouffelet. Au menu ce soir. Ce soir, nous permettrons aux Camerounais de vivre l'ambiance qui a prévalu durant la journée du 20 mai dans les villes des régions du sud-ouest et du nord-ouest. Là-bas, c'est avec la peur au ventre que quelques civils se sont déplacés à la place des fêtes pour participer à la parade militaire et civile marquant la fête nationale de l'unité. D'aucuns sont restés terrés chez eux pour respecter le mot d'ordre du boycott imposé par certains groupes terroristes et séparatistes dans les régions anglophones. Au regard de l'enlisement de cette crise, le président français
Emmanuel Macron s'est adressé au chef de l'État, Paul Biya. Il a réitéré l'urgence d'un dialogue et d'une solution politique à cette crise. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Et nous évoquerons les images et le témoignage de cette dame qui a perdu son bébé criblé de balles sur le théâtre de la crise anglophone. Les images choquantes qui ont suscité la consternation des Camerounais. Comment en est-on arrivé là? Élément de réponse ce soir, Serge Alain. Et nous parlerons également des examens officiels de fin d'année. Vous le savez, il y a eu un glissement dans le calendrier pour certains examens officiels. D'autres ont déjà pris le train de ces examens afin de décrocher le précieux sésame et affronter les différentes épreuves écrites. Nous en parlerons ce soir. Serge Alain. Voilà, développement de tous ces titres, c'est dans le 20h que va présenter une fois de plus Cédric Nouffelé, ça c'est depuis lundi. Quant à moi, je vous retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de nos invités. Place tout de suite, madame, monsieur, à la pause, journal. Retour sur le plateau Equinox Soir, toujours en compagnie de Robert Mouté-Ambassa, Jean-Jacques Tchok et Emmanuel Fomon. Emmanuel Fomon, vous avez sûrement, depuis hier, appris ce qui est arrivé à ce nourrisson, 4 mois, criblé de balles. Votre sentiment? C'est dramatique, c'est insoutenable. Moi, je pense que dans un pays, il ne devrait pas avoir ce genre d'actes odieux que nous condamnons tous. C'est la preuve que le Cameroun est dans une situation de guerre réelle. Et cette situation, parfois, j'ai le sentiment même qu'elle est entretenue par certains classiques du régime. Il y a des gens à qui profite la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il faut, je dirais, peut-être mettre sur pied une enquête, une commission d'enquête ou faire des enquêtes dans ce genre de situation pour que les populations comprennent. On a comme l'impression dans notre pays que il y a des Camerounais qui ont plus l'amour de la patrie que d'autres. On a l'impression parfois que certains ont monopolisé le Cameroun. Pour eux, la sécurité n'appartient qu'à certains et tout. C'est une situation extrêmement dramatique. Un bébé de 4 mois, c'est un innocent. C'est quelqu'un qui n'a même pas demandé à vivre. Et l'État doit avoir un rôle régalien de protection de ses fils. Voilà, moi je pense que face à des situations pareilles, il faut des réponses claires, fortes, précises de ceux qui nous gouvernent. Jusqu'ici, il en est. Jean-Jean, c'est votre sentiment aussi? Pas de sortie du gouvernement pour cela? C'est un autre fait divers qu'on constate, il y en a plein. Il y a celui du jeune garçon qui était poignardé à l'école. Il y a 2 ans, 3 ans, il y a une jeune dame qui s'est fait opérer à l'hôpital à Quintini. Oui. Donc c'est des faits divers comme ça qu'on en trouve beaucoup au Cameroun et que les réactions du pouvoir public tardent beaucoup plus à se manifester et confortent la population dans la situation dans laquelle elle ne savent plus à qui vraiment s'adresser au cas où ce genre de situation arrive. Certes, on est dans les régions dites anglophones et qui sont toujours en proie à des guerres, mais qu'un enfant de 4 mois arrive à se faire cribler le bal tel qu'on l'a montré là, nous trouvons cela vraiment pas vivable. Donc il devrait sauter. Peut-être des enquêtes sont en cours pour pouvoir savoir ce qui s'est passé, mais il faudrait qu'une enquête vraiment très accélérée soit mise en place afin que nous puissions savoir qui a tué cet enfant et traduire les responsables de ça devant les juridictions compétentes. Vous allez attendre une minute. Vous qui sortez de ces pays développés là, quand une telle situation arrive, comment se comporte le gouvernement? En Belgique d'abord. En Belgique, une situation pareille, je crois que le procureur de la République se chargerait de la situation. J'ai rencontré beaucoup de situations au Cameroun où le ministre est appelé à intervenir alors qu'il revient au procureur de la République de faire la descente sur place, d'ouvrir une enquête et qu'on puisse avoir une information judiciaire pour que le peuple
sache ce qui s'est passé, pour que cette famille comprenne pourquoi est-ce qu'il y a eu un pareil acte, pourquoi est-ce qu'elle est victime et tout, et que les auteurs de tels actes soient sévèrement punis. C'est pour ça que l'État existe, c'est pour ça qu'il y a des lois, il faut les mettre en application, il faut que l'État protège les citoyens et leurs biens. Ok. Jean-Jacques Diop, en France? Bon, il y a ces pays aussi, on ne croit pas que quand il y a une succession aussi rapide, qu'on a aussi des réactions aussi promptes du gouvernement. Je prends le cas des Gilets jaunes. Vous avez vu comment les policiers ont été mis en cause, mais aucune enquête n'a abouti. Les populations, les ONG, les organisations ont porté plainte, les tribunaux ont classé tout ce qui était contre les policiers, ou bien jusqu'aujourd'hui, ça n'a pas eu lieu. Mais par contre, tous les Gilets jaunes qui étaient impliqués dans les affaires ont été condamnés. Donc dans ce pays aussi, il y a un peu de lenteur par rapport à cela. Mais ce qui est sûr, il y a toujours une réaction du gouvernement pour pouvoir montrer à la population qu'on est là, même si les procédures tardent d'arriver. Chez nous, il y a vraiment une distance et un temps latent qui fait ce que généralement la population, face à des situations similaires, pareil, n'arrive vraiment pas à savoir à qui s'adresser. Okay. Je pense que normalement, cette situation-ci d'un enfant, le gouverneur, il était avec un gilet pare-balles au défilé, il serait rendu chez cette dame-là. Ce n'est que pour lui apporter un réconfort moral et dit que le gouvernement est prêt à trouver des solutions et à mettre la main sur les meurtriers et les traduire devant les juridictions. Juste une minute pour revenir sur ce que Jean-Jacques dit. Moi, je crois que la situation, elle est différente. Oui. Les Gilets jaunes font face à la police. C'est une sorte d'affrontement. Il y a des gens qui ont perdu la vie. Parfois, ça prend du temps de pouvoir établir les responsabilités. Ici, il s'agit d'un bébé qui a quelques mois. C'est un meurtre. On ne peut pas avoir un État dans une démocratie, que ce soit la France ou en Belgique, qui laisse... non, ce serait une affaire, je dirais même d'État. Okay. On a parfois... Déjà, la disparition, je ne parle même pas de décès, la disparition d'un enfant en Europe, il y a immédiatement Thierry Focus qui est mis en branle et toute l'Europe est signalée. Voilà. Ok. Robert Mouté Ambassa, comment comprendre le silence des autorités camerounaises de la région par rapport à cette situation-ci? Nous sont 4 mois. Disons que... Aucune descente pour réconforter la famille. Je ne peux pas dire s'ils sont descendus ou pas parce que je ne me suis pas renseigné là-dessus. J'ai vu à travers des réseaux sociaux des images. Tout ce que je peux dire, c'est qu'un crime odieux comme celui-là doit être, doit être sanctionné sévèrement. Je crois que on doit mettre en place un dispositif pour pouvoir retrouver très rapidement ceux qui ont commis les auteurs, oui, et qu'ils soient traduits devant les tribunaux et sévèrement sanctionnés. Et la population doit être informée. Parce que vous savez, l'habitude qu'on a dans notre pays, c'est que bon, quand les rapports de ce genre de situation sont faits, c'est pas rendu public et puis on a parfois l'impression que l'État n'a rien fait. Moi j'ai été surpris, agréablement bien sûr. À une époque on disait qu'il y a des soldats qui avaient tué des femmes et enfants au nord Cameroun, à l'extrême nord, avec les bébés au dos et tout ça. Tout le monde savait que ces gens n'ont pas été sanctionnés. Mais curieusement, ces gens sont sanctionnés sur la prison militaire de Yaoundé. Et j'ai eu des informations de gens bien placés pour dire que l'État parfois gère ce genre de situation en pensant aux autres. C'est-à-dire, si on commence à sanctionner les forces militaires et les forces de défense et on fait la publicité là-dessus, on peut retrouver cette réticence de ces forces à continuer à suivre les instructions qui viennent de la hiérarchie. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que s'ils sont sur le front, c'est à la demande de la hiérarchie et en allant poser les actes, la hiérarchie les balance entre guillemets, à la vindicte populaire. Je crois qu'il y a beaucoup de sanctions qui arrivent souvent, mais c'est pas, on ne communique pas assez là-dessus. Mais pour cet enfant, je pense que ça c'est le genre de situation où on doit communiquer, informer aux populations qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on en est arrivé là, qui sont les auteurs. Parce que si ce genre de situation continue, je pense que ça ne peut qu'enfoncer, agrandir l'insécurité, l'absence de confiance entre la population et les forces de défense. Vous savez, quelque part, je ne sais pas qui sont ceux qui ont tiré, voilà, mais si par exemple, c'est les forces de défense... trouver le coupable. Non, si c'est par exemple les forces de défense, ça veut dire qu'il y a une mission qui a été mise sur pied pour aller faire une opération quelque part. On peut le trouver facilement.
Mais si c'est peut-être du côté des Ambazoniens, ça sera un peu plus difficile. Parce qu'ils ne sont pas organisés comme l'armée régulière qui sait que telle patrouille, tel groupe patrouille à tel endroit. S'il y a eu crime à telle période, on peut repérer le groupe qui était dans la zone et on parle avec, on va savoir qui a fait quoi. Ça, c'est faisable avec l'armée. Maintenant, avec les Ambazoniens, c'est un peu difficile. Donc moi, je pense que c'est vrai. J'ai vu, sur les images, les espèces de balles qui étaient à côté de l'enfant. Bon, à partir de balles, on peut peut-être remonter parce que vous savez, tout ce qu'on voit encore armes et munitions, il y a une traçabilité. Il y a une traçabilité. Donc, est-ce que c'est ce type de munitions qui a été utilisé? On a mis juste à côté pour prendre la photo. Il faut voir tout ça. Ce n'est pas aussi facile et simple. Mais ce qui est sûr, c'est que tout doit être mis en œuvre pour que rapidement les coupables soient mis aux arrêts et sanctionnés durement. Voilà. Emmanuel Fomon, des chefs traditionnels qui étaient appelés à défiler le 20 mai. Moi, vous savez... Comment vous avez d'abord accueilli cette information? J'ai trouvé ça trop osé de la part des autorités administratives. Je suis moi-même issu d'une famille royale. Oui. Et donc, voir des chefs qui défilent, je crois que c'est... C'est pas des Camerounais? Non, c'est des Camerounais, mais moi je veux dire, l'autorité traditionnelle n'est pas la même chose que... l'autorité administrative. Vous avez investi du pouvoir par l'État ou par le président de la République ou non. Un chef traditionnel, c'est héréditaire. C'est des chefs à vie, c'est des gardiens de la tradition. On ne peut pas les soumettre à une telle humiliation. Moi, je pense qu'un chef peut aller en guerre, par exemple. Il y a eu des attributs parfois où le chef a des lances, son cheval et tout. Ça, c'est des symboles de pouvoir, de domination, où il se fait accompagner par son peuple. Mais on ne peut pas avoir une autorité administrative qui décide que les chefs traditionnels iraient défiler à l'égard de leurs sujets. Je trouve d'abord que c'est humiliant. Et moi, je pense que c'était trop osé. Ce n'est pas indiqué d'avoir des chefs traditionnels qui défilent comme des écoliers auxquels on aurait soumis. Jean-Jacques Ndiok, c'était osé de la part du gouverneur Bené Okalabilai, humiliant comme les chefs ont reconnu dans leur correspondance. Il me semble que le 20 mai, c'est un défilé civil et militaire. Oui. Les militaires ont l'obligation, il me semble, de défiler le 20 mai. En dehors de ce corps social, aucun autre corps n'a l'obligation de défiler ce jour-là. Dans la plupart des pays, les fêtes nationales, c'est une démonstration militaire dans la plupart des cas. Donc il semble que c'est cette catégorie professionnelle qui est amenée à défiler obligatoirement. Les autres corps, ils y vont quand ils veulent. Donc une autorité administrative exige des autorités traditionnelles, qui sont aussi des autorités traditionnelles chez eux, de défiler avec leur sujet. Pour nous aussi, c'est déplacé, très déplacé même. Ok. Robert Moutambassa, vous dites que n'en est rien d'État. Vous avez causé avec le gouverneur Bené Okalabilai? Oui, je l'ai appelé. Qu'est-ce qu'il vous dit? Mais avant de parler de ce qu'il m'a dit, je voudrais éclairer un peu nos compatriotes qui sont la diaspora. Les chefs sont aussi responsables de ce qui leur arrive. Vous ne le savez peut-être pas, les chefs ont accepté d'être des auxiliaires de l'administration. On leur a donné des matricules et ils sont payés tous les mois. Et le chef hiérarchique, c'est le sous-préfet. Vous n'allez pas accepter d'avoir un statut d'auxiliaire de l'administration, avoir un matricule, un salaire, et refuser les instructions du sous-préfet. Ils devaient refuser les matricules et les salaires pour garder leur autonomie et se mettre au-dessus de tout. Et pour ce cas-ci, c'est le gouverneur. Ce n'est pas le sous-préfet du Japon qui leur a demandé de défiler. J'en viens. Quand j'ai eu cette information, j'ai lu à travers les réseaux sociaux, j'ai cette chance de connaître personnellement le gouverneur. J'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé. Je lui ai dit, mais monsieur le gouverneur, vraiment, je ne comprends pas comment des chefs peuvent venir défiler en tête de... Et chacun chef devant ses sujets. Il s'est mis à rire. Il m'a dit, il a lu ça comme tout le monde. Bon, vous savez, avec la manipulation qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais les chefs savent pourquoi ils ont dit ça. Lui, il est gouverneur, ça fait plus de 20-25 ans qu'il n'est plus sous-préfet. C'est les sous-préfets qui sont les patrons de ces chefs. Vous savez, les sous-préfets qui se réunissent. Lui, en tant que gouverneur, il a réuni ses collaborateurs, les préfets, sous-préfets, maires et tout ça, pour organiser la fête du 20 mai. Il les a encouragés à sensibiliser le maximum possible, le plus large possible, sans restriction. Même les chefs, les voir pour qu'ils encouragent leur sujet à venir au 20 mai. C'est tout ce que lui a fait.
Maintenant, moi j'ai vu dans les réseaux sociaux des notes écrites de certains sous-préfets qui exigeaient, qui rappelaient aux chefs qu'ils étaient les sorciers de l'administration, et ils avaient des salaires. Donc, ils sont tenus de marcher en fonction. Mais personne n'a jamais demandé aux chefs d'aller personnellement défiler devant leurs sujets. Et les informations que j'ai eues, en plus, c'était quoi? C'est qu'il y a un groupe de chefs, ils ont deux groupes de chefs qui ont des soucis, entre guillemets. Des soucis, les uns, à cause de la crise, la guerre, ont fui leur village. Ont abandonné leur sujet. D'autres sont à Douala, d'autres sont à Yaoundé et tout ça. Maintenant, il y a un autre groupe qui a des problèmes fonciers, qui ont des problèmes fonciers avec leur population. C'est ces deux groupes. Parce qu'on leur demandait d'aller mobiliser, sensibiliser leurs sujets à venir défiler, et c'est avec le problème qu'ils ont vis-à-vis de leur sujet, ils ne pouvaient pas y aller. Apparemment, c'est eux qui ont sorti cette histoire pour essayer de se couvrir un tout petit peu du vrai problème de fond. Le gouverneur estime, il m'a dit qu'il n'a jamais demandé au chef de venir défiler. Et quand même, ça fait plus de 25 ans qu'il n'y a plus de contact direct avec eux. Il a des collaborateurs qui les gèrent, c'est pas lui. Donc je pense que, comme les réseaux sociaux aujourd'hui sont devenus quelque chose de très complexe, ça se manipule dans tous les sens, c'est parti et ça a été multiplié par X. Et du coup, bon, le gouverneur ne pouvait pas aller commencer à s'expliquer devant tout le monde. Mais moi, j'ai pris mon courage, je l'ai appelé, il m'a dit qu'il n'a jamais donné cette instruction. Vous voyez que dans ce genre de cas, par exemple, quand c'est déjà viral dans les réseaux sociaux, il suffit d'un comité, d'une autorité. Voilà. Un comité. Il aurait pu démentir Bernard Okaliabila. Ça coupe quoi, ça là? Oui, je comprends. Là, maintenant, vous avez une explication. Vous avez une explication qui est. Voilà, tout le monde était. On a compris que. C'est une approche. Le faire. Est-ce qu'une autorité comme le gouverneur doit commencer à réagir par rapport. Mais là, c'était grave. C'était une situation. On a vu une note de sous-préfet. Moi, je l'ai lu. J'estime, Monsieur Moutet, j'estime que c'est son rôle d'administrateur de pouvoir réagir face à une situation. Oui. Si il aurait pu faire un communiqué, je suis d'accord avec vous. Bon, il a choisi de ne pas faire. Bon, c'est son choix aussi, le livre. Ouais, sauf que ça laisse. C'est vrai, ça a tenu son. Ça a laissé au moment que nous sommes dans. Beaucoup de gens sont convaincus qu'il l'a fait, alors que lui, il ne l'a jamais fait. Je l'ai appelé. S'il nous écoute, il peut démentir si je raconte des bêtises. Je peux encore vous dire, il y avait une note du préfet d'une CAM qui sollicitait les élites à cotiser pour la fête du 20 mai. Et moi, j'ai appelé l'agent au préfet pour savoir si cette lettre était de la préfecture. Oui. Il m'a dit, oui, mais ce n'est pas la bonne lettre. Je vais vous envoyer la bonne lettre. Et la bonne lettre n'est jamais venue jusqu'aujourd'hui. Non, bon. Moi, j'avais une lettre qui était dans le. Nous qui sommes au pays, on sait comment ça se passe. Il m'a dit, j'ai appelé pour savoir, c'est comme disait M. Ambassa, il y a des fake news, on peut fabriquer une histoire pour estorquer l'argent. Mais il y avait le numéro d'un responsable de la préfecture que moi j'ai appelé pour savoir est-ce que c'est vrai ce qui se passe là. Il me dit, oui, mais c'est pas la bonne lettre. Je ne voudrais pas être l'avocat des sous-préfets, des préfets. Mais ce qui se passe depuis quelques temps, les tensions de trésorerie qu'on a, les élites contribuent spontanément. Moi, il m'est arrivé de contribuer plusieurs fois sans qu'on me demande. Quand je viens et discute avec l'autorité administrative, dans la discussion, je sens que je suis en difficulté. Je dis, bon, monsieur le sous-préfet, voilà ma contribution pour le 20 mai, monsieur le préfet. Donc, c'est volontaire à la base. Mais il y a quelques-uns qui écrivent parce que peut-être vous n'êtes pas joignable, parce que vous êtes loin, ils essaient d'envoyer. Mais ce qui est sûr, c'est que les tensions de trésorerie font qu'ils ont quand même des difficultés, il faut le reconnaître. Ok. Voilà, merci, cher monsieur, d'être venu. Merci Serge Alain. Ouais, merci Emmanuel. Merci chers co-panélistes. On espère que les téléspectateurs ont été édifiés pour ce soir. Voilà. Retour en Belgique. Oui, très bientôt. À Molenbeek. Pas Molenbeek. Pas Molenbeek. Voilà, c'est un quartier. Mais de toute façon. Quartier très célèbre, Molenbeek. Oui, mais Molenbeek n'est pas que tristement célèbre, c'est aussi un quartier où il fait beau vivre. Oui. Il fait bon vivre à Molenbeek. Molenbeek, c'est d'ailleurs un quartier, une commune qui fait l'objet d'une âpre bataille électorale. Il y a d'ailleurs des élections générales en Belgique le 26 mai, dimanche prochain. Oui. Molenbeek, c'est une ville symbole aussi d'intégration parce que là cohabitent des Camerounais, des Marocains, des Belges. Parce que les reportages qui nous viennent, ça c'est les médias, c'est toujours ça c'est lié au terrorisme. Oui. Donc Molenbeek, ce n'est pas que le terrorisme. Molenbeek, c'est aussi un quartier où il fait bon vivre. C'est une des 19 communes de la ville de Bruxelles et
Oui, oui, rapidement, d'abord. Oui, bon, je dis aussi merci encore d'avoir été invité et passé le message. Mais je voulais surtout remercier mes amis d'UNCAM qui ont défilé vraiment honorablement. Oui. Et aussi remercier le préfet d'UNCAM qui a facilité ce défilé. Parce que vous savez que notre mouvement dans l'ensemble du pays a quand même pu observer les interdictions. Certains ont été bravés, mais c'est dommage qu'une fête d'unité comme celle-là, que certaines autorités essaient un peu d'interdire. Mais bon, dans certaines localités, certaines autorités ont été vraiment très républicains, comme on dit, et ont permis à ce que la fête soit, c'est le cas de Kameyabassi particulièrement, où le préfet, le sous-préfet et ainsi que tout le monde a permis à ce que le défilé se passe dans les bonnes conditions. Et notre parti, comme il est le nôtre, a permis à ce que les enfants, les jeunes, les sympathisants puissent rehausser ce défilé. Où votre parti a été, on a refusé le défilé, est-ce qu'il y avait l'autorisation de l'autorité? Non, c'est comme disait tout à l'heure M. Ambassa, c'est les situations un peu très verbales. Oui. Personne n'écrit, parce qu'on sait que s'il y a un écrit, ça peut être attaqué. Donc on ne peut parce que c'est pas tout le monde qui va défiler, on se fait enregistrer, je crois bien. Oui, les gens se font enregistrer. En fait, le paradoxe, c'est que le mouvement 11 millions, par exemple, a défilé le 11 février dans la même localité. Et cette même localité interdit le mouvement 11 millions de défiler pour le 20 mai, sans aucune explication. Okay. Le même sous-préfet a enregistré 11 millions à Pouma, ou bien à Nyanon, le 11 février, mais le même sous-préfet refuse d'enregistrer 11 millions à Nyanon, à Pouma, pour le 20 mai. Et ne vous donne pas une explication significative pour cela. Ok. Robert Mouté-Ambassa? Non, moi je dirais une chose, la diaspora, c'est quelque chose de très important. Je suis heureux d'avoir fait ce plateau avec deux représentants de la diaspora. Il est souhaitable que la diaspora se prépare à soutenir l'action du Premier ministre Diongouté pour la paix. Et je pense que la diaspora peut se concerter déjà d'avance. Avec les fissures là? Oui. Vous y croyez encore, vous? Oui, j'y crois, parce que on a l'obligation d'aller dans cette direction. Oui. On a essayé la solution militaire forte et tout. Lorsque le ministre Paula Tangandji prend une décision, il sait sur quoi il s'appuie. Oui, il sait sur quoi, mais il peut se tromper aussi. Okay? Il peut se tromper, il a quand même un patron qui est le Premier ministre. Oui. Donc moi je crois que le Premier ministre, c'est quelqu'un qui, d'apparence... En faisant cette déclaration, il ne savait pas qu'il avait un patron? Non, vous savez, quand vous êtes devant les caméras et autres, il y a des gens qui, à un moment donné, commencent à dire ce qu'ils n'avaient pas pensé. Vous avez fait un plateau à Yaoundé où j'ai un camarade qui a commencé à dire des choses qui sont allés plus loin que ce qu'il a pensé, puisqu'il s'en est excusé quelques temps après. Donc ça peut arriver à tout le monde, y compris au ministre Tangandji. Moi je pense que la diaspora, comme je voulais dire, il serait souhaitable qu'elle commence à travailler dans le sens de voir qu'est-ce qu'elle peut avoir comme agenda, le moment venu, quand le dialogue sera lancé, que la diaspora pose sur la table les éléments d'appréciation pour que, au niveau national, ce soit... Non, vous savez, le problème, c'est la double nationalité. Mais il n'y a pas que ça. La priorité, c'est d'abord... Ça commence par là, non? Ça, c'est le problème qui se pose aux Camerounais de la diaspora. Mais les Camerounais de la diaspora, moi, je vais vous faire une confidence. La réalité, le 26 janvier, c'est lorsque, à travers les réseaux sociaux, les Camerounais ont commencé à voir qu'on tirait ici, qu'il y a eu des réactions radicales. Il y a eu des gens qui ont accouru vers les ambassades pour dire, mais ils en avaient marre. Donc c'est ça la réalité. À un moment donné, ce qui préoccupe les Camerounais de la diaspora, c'est même pas cette question de double nationalité. Les Camerounais estiment au niveau de la diaspora qu'ils y ont droit. De nombreux pays, la Côte d'Ivoire, tous les autres pays africains en bénéficient, sauf peut-être le Cameroun et la République démocratique du Congo. Et maintenant, les problèmes intérieurs au Cameroun préoccupent fortement les Camerounais de la diaspora. Ok. Et Moutama, vous avez terminé? Oui, disons que moi je voulais demander à la diaspora de se préparer à aider le Premier ministre Diongouté à aller au fond jusqu'au bout de ses objectifs qui lui ont été assignés par le chef de l'État pour que la paix revienne dans ce pays et durant ce retour à la paix, que les problèmes liés à la diaspora soient résolus et que la diaspora redevienne cette diaspora qui est comme celle des autres pays qui va aider ce Cameroun à avancer avec la création des emplois, création de richesses et autres. Parce que ailleurs dans le monde, la diaspora a un apport et un de tes confrères journalistes, Eric Chindi, a dit l'autre jour à des montants assez importants que la diaspora camerounaise est capable de mobiliser pour le Cameroun. Au-delà de ça, j'ajoute juste une chose, c'est que vous regardez par exemple au niveau des ressources humaines, la diaspora, le nombre de pharmaciens, de médecins que le Cameroun a en Belgique, en France, en Allemagne, aux États-Unis, et tout ça, on se dit finalement, mais notre pays
a besoin de ces ressources-là, oui. Okay. Elle a besoin de cette aide-là. Et il n'y a pas de conditions créées pour pouvoir les ramener vers notre pays. Et ça pose aucun problème. Parce que même ceux qui ont la volonté, qui veulent investir au Cameroun, ils font face à des tracasseries administratives. Il n'y a pas d'accompagnement. L'État n'a rien prévu pour accompagner le retour au pays, pour investir au pays. Et ça pose un problème. Donc moi, je voulais juste dire qu'au-delà du problème de la double nationalité évoquée, ça dépasse même l'entendement de cela, mais c'est que toutes les forces soient rassemblées. Nous, au sein de notre mouvement, chaque fois que Cabral Déby a une possibilité d'être en Europe dans le cadre de ses voyages officiels, il nous prescrit toujours que tout ce qui est possible pour la communauté camerounaise, n'hésitez pas à contribuer, à apporter quelques idées, quelques contributions intellectuelles, économiques, financières qui soient nécessaires à raffermir le socle national. Ok, merci cher monsieur d'être venu. Nous sommes arrivés au terme de cette édition Equinox Soir. Rendez-vous demain, parce qu'il sera 19h, rediffusion 23h GMT, il sera minuit à Mona Télé.